Paru en 2014, Edge of Tomorrow est un film d'action à la sauce sci-fi, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, comme on en a connu plusieurs. On y retrouve d'ailleurs plusieurs des clichés du genre. L'ineffable Tom Cruise, invasion intergalactique, défense de la Terre contre des aliens au pouvoir extraordinaire, bataille épique entre humains et extraterrestres. On y retrouve même des échos des films sur la Deuxième Guerre mondiale. La situation est désespérée, les envahisseurs semblent anticiper tous les mouvements humains, les victoires se font rares. Le protagoniste, William Cage, est un militaire américain spécialiste des communications qui se retrouve malgré lui sur le front pour avoir tenté de déserter. Lors de son premier débarquement, il tue un extraterrestre particulièrement gros, puis se fait rapidement tuer. À sa grande surprise, il se réveille à nouveau le matin même, sa mort ayant déclenché le recommencement de la journée au complet. Il se retrouve pris dans une boucle temporelle, ayant absorbé cette capacité de l'alien qui l'a tué un peu plus tôt. Les boucles temporelles ne sont pas particulièrement originales, elles se retrouvent dans plusieurs œuvres, plus d'une trentaine uniquement dans les films selon Wikipédia. Dans ce cas-ci, ce n'est pas tant la boucle temporelle elle-même qui nous intéresse, mais sa proximité avec les méthodes de présentation de la mort dans le jeu vidéo, puisque le personnage de Tom Cruise est plus près du protagoniste de jeu que du personnage de cinéma. Donc, contrairement au cinéma, le jeu vidéo doit composer avec une bonne dose d'interactivité. Le joueur a toujours une certaine liberté devant les actions qui lui sont proposées et la possibilité d'échouer la tâche à réaliser est toujours bien présente. Cela fait partie des éléments de base de l'expérience vidéoludique. Certains jeux, comme les Kaizo, ces modifications de la très célèbre série des Mario Brothers qui augmentent la difficulté de manière importante, exploitent cette difficulté pour augmenter la satisfaction d'avoir réussi lorsque l'on a suffisamment bien joué. Évidemment, le fait de pouvoir échouer plus ou moins facilement selon le jeu sous-entend qu'il faudra, pour parvenir à ses fins, recommencer certaines sections plusieurs fois, jusqu'à ce que l'on maîtrise assez bien tous les paramètres pour réussir à franchir tous les obstacles sans faire d'erreur. Ainsi, la mort fait partie intégrale de l'expérience vidéoludique typique, sous-entend une logique de recommencement plutôt que de fin. Comme le dit Sabine Haller, Game over is yet another moment in an infinite circuit of trial and error, subverting the meaning of death as end of life by using it as a sanctioning mechanism for ill-performed player interaction. Il s'agit donc d'un mécanisme de punition sans impact réel sur la trame narrative et dont les conséquences sont complètement dénaturées par rapport à la mort dans son sens strict. Il est cependant important de mentionner que je parlerai ici de jeux vidéo monojoueurs dont la formule est relativement standard. Jasperiul sépare les jeux entre les jeux à progression, dont la structure narrative est prédéterminée, et la structure des jeux émergents, dont les éléments sont issus de l'interaction des différentes règles du jeu. La catégorie qui nous intéressera le plus ici, en raison de sa proximité avec la narrativité cinématographique, est bien entendu celle des jeux à progression. Des genres entiers ont cependant des approches complètement différentes, comme les roguelikes qui génèrent un nouveau monde à chaque mort, ou alors les jeux tactiques comme XCOM, dans lesquels la mort d'un équipier est permanente. Le jeu multijoueur fonctionne également différemment, raison de la nature immédiate des interactions entre les différents joueurs présents en même temps sur la plateforme. Donc, pour rendre possible la progression malgré la possibilité de mourir, les jeux se basent le plus souvent sur la présence de points de sauvegarde. Le principe est simple, il s'agit d'endroits ou de moments dans le jeu où l'état du monde sera enregistré dans tous ses paramètres au moment où la sauvegarde est faite. Le joueur pourra par la suite charger à nouveau sa partie à partir de cet enregistrement en cas de mauvaise performance. Ces sauvegardes peuvent s'opérer automatiquement ou être présentes à certains endroits stratégiques selon le type de jeu. Certains jeux choisissent même de les rendre explicites, attirant l'attention du joueur vers des objets rendant possible sa résurrection. La série Borderlands, par exemple, fait réapparaître les personnages dans une station New You, accompagnés d'un bon drainage de portefeuille ainsi que de quelques commentaires vaguement sarcastiques comme « Hyperion would like to remind you that there is only one thing worse than respawning, and that is not respawning. » ou « Hyperion recommends channeling your post-death frustration into pre-death vengeful anger. » D'autres jeux vont simplement montrer une animation de rembobinage, d'autres encore, principalement ceux dont la difficulté est l'attrait principal, vont avoir un compteur dont la valeur augmente à chaque mort. La résurrection des personnages principaux à partir de points de sauvegarde est donc un phénomène bien établi. Ces caractéristiques restent généralement relativement stables à travers les différentes plateformes. Cette fonction n'est cependant pas accessible à tous les personnages. Les ennemis fonctionnent dans un système parallèle. Donc, ceux dont l'importance est moindre, la chair à canon, réapparaît le plus souvent en bloc à intervalles réguliers, afin que le joueur ne se promène jamais trop longtemps dans un monde vide. Quant aux ennemis les plus importants, ils sont souvent là pour garder les déclencheurs narratifs. Battre un boss, par exemple, est souvent synonyme de cinématique et de progression narrative, l'antagoniste utilisant ces moments pour présenter ses motivations, ses stratégies ou son histoire. Adam Rush, dans This Isn't Happening, Time in Video Games, dit à propos des jeux « There is a plot that pre-exists the player
the player's interaction. It is simply guarded by challenges that the player character must overcome in order to process through it. This is the ideal timeline, a narrative that could be read like an action film script. Donc la nature des boss ne leur permet donc pas de revenir à la manière d'un ennemi moins important, mais ils ne peuvent pas non plus faire comme le ferait un personnage principal, puisque cela nierait le progrès effectué par le joueur. Ce qui est plutôt mal vu d'un point de vue design. La résurrection est donc un privilège accordé essentiellement aux personnages contrôlés par le joueur, et ce sont uniquement ces actions qui ont la possibilité d'affecter la progression de la trame narrative, les autres personnages y étant figés sans pouvoir avoir aucun impact sur son déroulement. Donc la manière dont les points de sauvegarde fonctionnent dans les jeux vidéo semble montrer que le personnage lui-même n'est pas au courant de cette reprise incessante. En effet, items, points d'expérience et autres progressions sont généralement perdus dans le processus, d'une part pour punir le joueur d'avoir échoué, d'autre part pour éviter l'accumulation exagérée de ressources. Si le personnage ne porte ainsi aucune indication mentionnant un éventuel recommencement, cela veut dire que c'est le joueur qui porte en lui la mémoire des tentatives ratées, les connaissances acquises à prix fort et nécessaires pour éviter les écueils du parcours. Le binôme mort-résurrection vient donc servir de méthode d'entraînement, la répétition permettant de parfaire ses capacités, voire d'anticiper les actions de son adversaire, puisque l'on a déjà vu la séquence se produire plusieurs fois. Dans cette optique, il s'agit presque de Groundhog Day à la sauce Power Fantasy, puisque tout événement qui se produit en dehors de la boucle temporelle semble établi d'avance une fois qu'on en a fait l'expérience au moins une fois. Dans ce cas-ci, Cage représente à la fois joueur et personnage, puisqu'il se souvient des événements qui sont survenus depuis le début de son aventure et qu'il utilise cette mémoire pour naviguer de manière optimale les obstacles qui sont posés sur le parcours. Donc, dans Edge of Tomorrow, on retrouve le même lien mort-résurrection que dans les jeux vidéo. Le personnage meurt, généralement brutalement, film d'action oblige, puis se réveille à nouveau pratiquement immédiatement. Les actions qu'il a effectuées entre son dernier réveil et sa dernière mort n'ont pas encore eu lieu, et le reste du monde avance à partir de ce moment, sans que personne ne remarque rien d'anormal. Dans ces cas-ci, point de sauvegarde semble être le début de la journée, puisque Cage se réveille au matin de l'assaut dans lequel il a obtenu ses pouvoirs temporels. Donc libre de recommencer sa tentative de sauver le monde à sa guise, les événements s'étant produits durant la journée précédente n'ayant pas eu d'impact à long terme sur le déroulement de la journée. Donc j'ai ici un petit vidéo qui met bien en évidence cette mécanique à travers une partie des cycles que Cage vit au cours du film. Donc on le voit mourir à répétition, chaque échec étant une raison suffisante pour recommencer du début, une occasion de parfaire sa connaissance des événements et ses capacités de combat pour parvenir à progresser un peu plus loin à chaque nouvelle journée. Cependant, contrairement à plusieurs autres œuvres dans lesquelles on retrouve des boucles temporelles, celle d'Edge of Tomorrow, tout comme les résurrections vidéoludiques, présente une différence importante. Le point de retour est toujours situé au moment de l'échec. Donc, est toujours en mouvement, contrairement à une boucle temporelle plus classique qui a un point de réinitialisation le plus souvent fixe, souvent à la fin de la journée. Fait plutôt que de recommencer à un point temporel spécifique, le joueur quelconque, tout comme Cage, avance tant qu'il ne fait pas d'erreur, parfois même jusqu'à atteindre le prochain point de sauvegarde. C'est ainsi que l'intrigue peut avancer, alors que dans des œuvres moins orientées vers l'action, la boucle temporelle recommence à un point fixe, qui annule tout progrès fait dans une période désignée jusqu'à ce que la solution permettant de sortir soit trouvée, souvent dans une optique d'amélioration de soi ou de résolution de casse-tête. Donc, la plupart des jeux que Yule appelle à progression ont un début et une fin. Leur trame narrative est relativement standard malgré l'interactivité. Dans ce type de jeu, selon Adam Rush, the overall narrative can be viewed as a structure already generally complete, with many pockets for player action left empty. L'aventure culmine le plus souvent dans un affrontement avec le boss final, figure généralement plus grande que nature et dont la difficulté surpasse celle des épreuves précédentes. Sa mort indique généralement la fin de l'aventure, sa présence étant nécessaire au bon fonctionnement des forces antagonistes. Le scénario classique ressemble généralement à celui-ci. Le grand boss est tué, ça déclenche un mécanisme de destruction quelconque, le reste des ennemis disparaissent à leur tour et le conflit est réglé, du moins temporairement. Les exemples en sont nombreux et bien connus, de Link vainqueur contre Ganondorf pour sauver le royaume d'Hyrule à Mario sauvant Princess Peach après un combat avec Bowser. Le signe le plus évident de la fin du jeu est celui du dernier boss, cette épreuve ultime qui, une fois passée, permet de remettre les choses dans l'ordre. Comme les jeux vidéo, l'univers d'Edge of Tomorrow a lui aussi son boss final. L'Oméga, sorte de cerveau central des envahisseurs extraterrestres, qui possède lui aussi le pouvoir de revenir en arrière en cas d'échec. Toutes les épreuves que Cage a eu à surmonter avant de l'affronter ont ainsi servi d'entraînement pour cette bataille ultime qui décidera du sort du monde. Les coéquipiers se déploient et offrent le support tactique nécessaire.
L'avancée se fait et lorsque le grand méchant est tué, la victoire est assurée et le monde est finalement sauvé. Alléluia. Donc, tant que le joueur continue de jouer, le personnage est immortel. Bien rares sont les jeux qui bannissent volontairement les joueurs de leur environnement après qu'ils aient échoué une première fois. Ça existe, c'est rare, c'est spécial. Tant qu'il y a quelqu'un derrière l'écran, il y aura toujours un personnage à contrôler pour faire avancer l'histoire, sans quoi le jeu ne pourrait plus continuer. Ces jeux créent d'ailleurs des univers dans lesquels les personnages sont conscients de cette particularité, tentent de l'exploiter à leur avantage. Le parcours génocidaire d'Undertale, par exemple, pose au joueur un boss final qui semble être au courant de son sort. Plutôt que de tenter de battre le joueur directement, ce qui essaie d'être impossible en raison de l'existence de points de sauvegarde faciles à charger en cas de défaite, préfère utiliser des stratégies pour tenter de convaincre son opposant de tout simplement abandonner le jeu, tente de l'empêcher de jouer son tour, même jusqu'à faire une petite sieste durant le combat, il essaie de l'insulter pour le convaincre que ça vaut pas la peine, etc. Cette scène met donc en relief l'impossibilité pour un personnage non-joueur de recharger sa partie et le désavantage insurmontable que cela crée. Le personnage principal est donc condamné à réussir, car c'est le seul moyen d'opérer une progression dans le jeu, autant sur le plan narratif que sur le plan de la jouabilité. Conclusion, Edge of Tomorrow explicite au sein de son univers des principes de mort-résurrection propres à certains types de jeux vidéo. Boucle temporelle dont les conditions d'existence sont reliées à l'échec ou au succès de la mission, utilisation de cette immortalité relative pour s'entraîner afin de mieux parvenir à affronter un boss final dont la chute signifie la victoire totale et immédiate. Tous ces éléments viennent présenter le personnage de William Cage comme un protagoniste vidéoludique relativement typique, malgré sa présence dans un support non interactif. Quant à savoir si le transfert des jeux au cinéma se fait aussi bien lorsqu'il s'agit de concepts que de franchises, ça reste à voir. Merci beaucoup.